Bienvenue à la table des coups cryptiques. J'aimerais aborder dans cette vidéo, avec vous, vous allez être assez passif, hein, c'est une vidéo, évidemment, la notion de scénario. Alors, scénario, évidemment, projeté dans le loisir qui nous intéresse ici, qui est le jeu de rôle. La notion de scénario suppose donc une suite d'événements préétablis. À partir du moment où j'évoque l'idée de scénario, je pense donc à quelque chose d'écrit, de figé, quelque part, et une suite d'événements logiques préétablis dans lequel va tout simplement, au fur et à mesure, se construire une histoire. Et associer ça, cette notion-là projetée dans l'univers du jeu de rôle, vous allez voir qu'il y a un certain paradoxe qui apparaît selon moi, puisque dans l'idée et la pratique jeu de rôle, telle qu'on l'entend, de manière classique, même s'il existe évidemment des formes de jeu particulières, sans maître de jeu, des formes de jeu collaboratives, éventuellement même sans scénario, si on s'attache à la forme classique du jeu de rôle, on va être dans une situation, une mise en situation dans laquelle un maître de jeu va tout simplement préparer un scénario qu'il va tout simplement mettre en scène, incarner, et les joueurs qui sont à la table vont tout simplement réagir aux propositions du maître de jeu, et l'histoire est censée se construire normalement de manière collaborative en fonction des choix réalisés, effectués par les personnages joueurs, et aussi bien évidemment du résultat de leur jet de dés, soyons honnêtes. Donc une part de hasard aussi, voilà, qui fait partie du jeu finalement. Donc on a pour moi là un paradoxe qui vient apparaître avec en parallèle, si vous voulez, cette notion de scénario qui implique quelque chose de préétabli, donc de figé, et pour autant la nécessité, si l'on veut s'inscrire dans le jeu de rôle, de l'élaboration et la mise en place d'une histoire collaborative. Ce faisant, selon moi, quelque chose là ne fonctionne pas. On est dans le scénario, dans l'idée d'une conversation. Qui dit conversation dit qu'à un moment donné va intervenir un échange. Mais si le maître de jeu est dans un scénario au sens littéral du terme, donc une situation préétablie, même s'il peut y avoir des degrés évidemment divers dans, je dirais, ce caractère plus ou moins figé, le maître de jeu peut être très directif, avoir un scénario très directif, on parle à ce moment-là de scénario railroadé, en quelque sorte, consiste tout simplement à placer les joueurs, je dirais, dans une espèce de grand 8 et à leur faire vivre des émotions, leur raconter une histoire qui vont les amener à un terme, mais tout est assez préétabli. On va avoir en parallèle de ça aussi évidemment des choix. Les personnages vont incarner donc des joueurs, enfin les joueurs plutôt vont incarner des personnages, réaliser des choix, et en fonction de ces choix, effectivement, vont se dessiner, je dirais, quelques embranchements, mais assez vite, on va retourner sur cette espèce de rail qui va nous mener au terme de l'histoire. Donc dans cette idée-là de scénario, finalement, est-ce que, je dirais, la conversation est véritable ? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une sorte un petit peu de monologue, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si, effectivement, les propositions que peuvent faire les joueurs, les choix qu'ils vont effectuer, n'altèrent pas véritablement le cours de l'histoire, n'ont pas réellement d'impact sur cette histoire, peut-on véritablement parler de la construction d'une histoire collaborative ? Qu'est-ce qui va finalement nous éloigner de ce que peut être un roman ou un film ? On s'en éloignera un petit peu parce qu'on aura quelques choix qui vont être effectués, mais ces choix-là n'étant pas déterminants, je dirais à la marge, on va finalement rester dans cette espèce de canevas, dans ce tronc commun. Et c'est ce qui est dérangeant pour moi quand on évoque l'idée de scénario dans le jeu de rôle, au point que je me dis, est-ce que le scénario est une forme adaptée, si vous voulez, de préparation à l'action au jeu de rôle ? Vous voyez ce que je veux dire ? D'autant que, je dirais que, alors après, effectivement, on peut aussi opposer à cela l'idée que les joueurs font des choix. Combien de fois dans une partie entend-on,
pas mal à dire ça. Cette formule, que faites-vous, que fait ton personnage, bon, c'est récurrent. À partir du moment où cette formule est récurrente, on peut aussi se dire, bah non, finalement, voilà, on entend tellement ça en cours de partie que bah, la liberté est là. Ben, je crois pas que ce soit si évident que ça, parce que que fait-on effectivement, on pourrait se dire, bah tiens, il y a un passage de flambeau là, qu'est-ce que ton personnage fait, donc bah, tu es libre de tes choix, mais cette liberté, dans quoi s'inscrit-elle? Si on est dans une situation où, je dirais, quand on passe le flambeau, il n'y a pas véritablement de choix déterminant à effectuer à ce moment-là de l'histoire, ou qu'en tout cas, toute l'histoire nous amène finalement sur un choix assez évident, du coup, se pose la question de savoir, est-ce vraiment un choix? Est-ce que véritablement on retrouve cette liberté-là? Est-ce que le fait de se dire non, finalement j'ai régulièrement passé la parole à mes joueurs en leur demandant ce qu'ils font? Oui, mais ont-ils véritablement eu à faire des choix déterminants? Et c'est là que se pose, à mon avis, la question du choix réel et du faux choix. Alors faux choix, comment je pourrais préciser mon propos? Exemple type. Le maître de jeu vous dit, au-dessus de ta tête se décroche un morceau de roche gigantesque, prêt à s'abattre sur toi, que fais-tu? J'esquive. Choix véritable ou faux choix? Vous voyez, un malandrin s'est emparé de ta bourse à la ceinture et il est en train de filer au travers des ruelles. Que fais-tu? Je sais pas, je cours après, j'essaye de l'attraper. Choix véritable ou faux choix? Vous voyez? Il fait tout noir, que faites-vous? On a des torches, on les allume. Bon, voilà. Des choix comme celle-ci, vous voyez, comme ceci, n'ont pas vraiment d'impact dans l'histoire. Je pense pas qu'émotionnellement il y ait une charge assez puissante dans ce que va exprimer le joueur à ce moment-là, au moment où il va vocaliser son choix. Il va pas se dire, tiens, là j'ai fait un choix, waouh, là il y a du poids, là il y a du lourd, là j'ai tranché, j'ai pris une décision lourde de conséquences. Non, c'est pour moi ce qu'on appelle un faux choix. Le véritable choix, pour moi, va plutôt consister en des choix peut-être orientés davantage sur la morale, par exemple. Tu aperçois quelqu'un dans la rue et tu te rends compte que le passant, à quelques mètres de toi, de sa poche est tombé son portefeuille. Qu'est-ce que tu fais? Tu le prends et tu le gardes pour toi, tu le prends, tu lui rends, vous voyez? Le comportement, et là je dirais ce que va faire le personnage à ce moment-là, va en dire beaucoup sur qui il est, et va même finalement aussi, au-delà de renseigner sur sa morale, normalement altérer de manière assez significative le cours de l'histoire. Dans un cas, il va échanger avec cette personne et va se créer une interaction avec ce PNJ, et peut-être même de la sympathie. Ce PNJ va avoir, je parle un peu comme Yoda, vis-à-vis de votre joueur, ou est-ce que finalement votre personnage va se retrouver avec un bon petit paquet d'argent qu'il va pouvoir aller dépenser au casino du coin? On part dans deux directions différentes, et là on n'est pas dans ce que j'appelle un faux choix. Il y a là véritablement un choix important qui se dessine. Être loyal à tel ou tel camp. Véritable choix, là encore, une fois. Décider, par exemple, imaginons dans un scénario, il se trouve que la cible que vous devez supprimer vous propose, en tant que personnage, propose à votre personnage davantage d'argent, par exemple, que le commanditaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est fidèle au commanditaire d'origine, ou est-ce que la cible, finalement, ne propose pas une solution plus intéressante, auquel cas on change d'employeur? Changement d'employeur, changement de direction dans votre scénario. Donc là, c'est ce que j'appelle des choix véritables. Et là, véritablement, je pense que dans beaucoup de scénarios, le fait de simplement dire au personnage « que faites-vous » n'est pas, selon moi, garant d'une vraie liberté d'action. Et je pense que les joueurs, en tout cas c'est le sentiment que j'ai assez profond, ne s'impliquent dans une histoire qu'à partir du moment où ils sentent que leurs choix ont un véritable poids. Si vos joueurs, et croyez-moi ils ne sont pas bêtes, se rendent compte que les choix qu'ils effectuent sont à la marge, ont assez peu d'impact sur le cours de l'histoire, que finalement, quoi qu'ils disent, vous allez les mener à ce que vous avez en tête en tant que maître de jeu. On est selon moi plus dans la conversation, on n'est plus dans le jeu de rôle, on est plus dans l'ordre du récit, du conte,
et en tout cas, l'implication va être au point zéro, enfin, en tout cas, va être très faible. Vos joueurs seront peut-être impliqués, même par politesse, mais est-ce que véritablement ils auront vécu des émotions fortes? Est-ce qu'ils se seront sentis impliqués dans l'histoire? Je pense pas tant que ça. Je pense pas tant que ça, parce qu'à partir du moment où ils se rendent compte que, quel que soit leur choix, ils n'ont pas de prise sur la réalité, ils n'ont pas de prise sur l'histoire, à quoi bon? À quoi bon s'investir? À quoi bon être attentif? À quoi bon faire des choix si finalement l'univers, l'environnement n'en tient pas compte? Donc je pense que, du coup, si on pousse ce raisonnement-là, cela veut dire que les scénarios, je le pense en tout cas, hein, qui, je dirais, sont trop linéaires, ne vont pas être, selon moi, très intéressants à jouer. Après, effectivement, beaucoup de maîtres de jeu, beaucoup de joueurs, beaucoup d'amateurs de jeux de rôle se satisfont de ça en considérant qu'ils ont vécu une belle expérience. Je trouve, moi, pour ma part, que pour ceux qui ont cette vision-là, alors déjà, il y en a qui n'ont pas cette vision-là, hein, qui pensent, je pense, un peu comme moi, que, bon, on s'en lasse un petit peu vite, mais même des joueurs débutants, je pense pas que ce soit hyper intéressant de leur faire découvrir le jeu de rôle sous ce spectre-là, parce que finalement, pour moi, je vais peut-être me prendre des sauts de merde en disant ça, mais c'est pas le jeu de rôle au sens le plus intéressant du terme. C'est pas le jeu de rôle qui va procurer l'expérience la plus intense que celui qui va, je dirais, s'insérer dans cette idée du scénario préétabli dans lequel le maître de jeu va autoriser quelques digressions avec quelques faux choix, en se persuadant peut-être même lui-même que j'ai laissé les choix à mes joueurs. Des choix, mais voilà, encore une fois, des choix qui sont trop déterminés ou qui sont trop évidents, sont pas véritablement des choix. Voilà, tu vas au restaurant, tiens, pour le même prix, je te propose une saucisse knacky ou une côte de bœuf au barbecue avec du beurre fondu dessus. Putain, ça va me filer la dalle. Qu'est-ce que tu fais pour le même prix? Je sais pas, je vais prendre la côte de bœuf, au hasard. Faux choix, quoi, vous voyez, donc... oui, la princesse a été capturée, il se trouve que le sorcier l'a emportée dans sa tour au fond du marais, là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, on va aller dans la tour au fond du marais. Bon. Alors évidemment, il va y avoir un choix sur je prends des flèches, je prends une épée, on va plutôt y aller par-ci, par-là, ok. Mais le choix n'est pas... Vous voyez, il est à la marge, quoi. En tout cas, il suppose pas d'enjeu hyper important, si ce n'est sur le la manière, on va pas sortir du latin, c'est un peu chiant le latin, sur la manière, je dirais, d'accomplir l'histoire, de réaliser la mission. Mais voilà, ça va se limiter à ça. Et donc, je pense que passer de nombreuses fois la parole aux joueurs et se dire en tant que MJ, finalement, je leur ai laissé le choix, non. Encore faut-il se dire, quand je leur ai passé la parole, les ai-je mis dans une situation suffisamment intéressante pour que les choix soient déterminants sur l'histoire, sur la morale. Et un véritable choix, c'est un choix qui est un petit peu cornélien, qui n'est pas facile à prendre, parce qu'il est chargé d'avantages et d'inconvénients dans un cas comme dans l'autre. Et d'ailleurs, c'est encore plus intéressant quand il y a plusieurs choix, qu'il n'y en a pas deux. Un choix non binaire est plus intéressant. Couloir de gauche, couloir de droite, quel intérêt? Si j'en sais pas plus que ça, c'est pas hyper motivant. Par contre, côté gauche, effectivement, couloir sombre et t'entends une voix de femme. Côté droit, couloir un peu plus éclairé, et puis t'entends des grognements de gobelins. Bon. C'est peut-être déjà un peu plus détaillé, c'est pas encore l'idéal, je vous l'accorde, mais voilà, quoi. Le mieux étant, effectivement, d'avoir des choix multiples. J'en avais noté quelques-uns, je crois, pour étayer le propos. Le couloir, effectivement, la bourse ou la vie, par exemple, tiens, ça c'est un choix. Combattre, se cacher, négocier. 3 alternatives, c'est déjà plus intéressant. Vous voyez, on a déjà 3 choix, et dans ces 3 choix, on va avoir un scénario qui va partir dans des directions différentes. Voilà, donc je pense que c'est important, et que les joueurs vont se projeter à partir du moment où ils se disent « Tiens, mais je suis dans un univers réellement interactif. » Parce que ce que je fais a une interactivité. Donc certains jeux vidéo proposent, contrairement à ce qu'on pense, plus d'interactivité que ce que j'ai pu voir dans certaines parties. Alors je vous dis ça parce que j'ai eu, entre guillemets, la chance d'assister à beaucoup de parties de jeux de rôle, parce que j'ai participé à pas mal de conventions en qualité d'observateur, et notamment de jury.
Alors, pour dire qui est le meilleur maître de jeu, c'est un bien grand mot, mais bref, fallait un petit système de tournoi, notation, voilà, mais ça on s'en fiche. L'idée c'est que ça m'a donné l'opportunité de voir des parties de jeux de rôle. Et c'est très intéressant parce qu'on peut difficilement être acteur et spectateur. C'est-à-dire que ce que je constate, moi là, et ce que je vous rapporte, il n'est pas dit que moi-même, ces travers-là, je n'y retombe pas de temps en temps. Mais je pense que déjà, le mentaliser, c'est commencer à essayer d'en sortir, et je pense que c'est intéressant d'aller explorer cet ailleurs. Alors peut-être déjà, certains d'entre vous le font, mais dans la pratique que je vois développer, finalement, je le vois assez peu. Et pour autant, des maîtres de jeu dont on entend souvent quand la prise de parole se fait dire bah oui, par exemple dans le jeu vidéo, ouais, il n'y a pas véritablement de choix. Moi, dans mes jeux de rôle, c'est la liberté. Dans le jeu vidéo, c'est pas la liberté. Tu fais pas ce que tu veux. Mais bien des fois, quand j'ai vu des parties, je me suis rendu compte que dans certains jeux vidéo, il y avait plus de choix. Intéressant, parce que des choix importants à faire. Je prends l'exemple de The Witcher, un jeu vidéo, ou bien encore, meilleur exemple encore, Detroit Become Human, jeu de Quantic Dream, qui lui, alors je sais plus si vous connaissez pas ce jeu, je trouve que là, pour le coup, si vous voulez comprendre ce que je dis par notion de choix, là on est en plein dedans. Il y a véritablement des choix qui vont avoir un impact sur l'histoire et qui vont, je dirais, mener à une toute autre conclusion, et assez rapidement, je dirais assez tôt, dans les premiers instants de l'aventure, que ceux que vous pourriez faire et qui vont vous mener ailleurs. Donc tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on laisse la parole souvent aux joueurs et qu'on leur dit bien souvent que faites-vous que on leur laisse des choix et qu'on leur laisse de la liberté. Non, la vraie liberté, c'est des choix qui vous mettent en danger vous en tant que maître de jeu. Et ça, finalement, je pense qu'il n'y a pas tant de masters que ça, de maîtres de jeu qui osent aller là-dedans. C'est vrai dans les parties, moi, que j'ai pu voir, je pense parce que c'est stressant, parce qu'on perd la maîtrise. Et d'ailleurs, le mot, vous avez vu, est pervers, hein. On parle d'un maître de jeu, alors que pour moi, je pense que pour aller dans la direction que je vous indique là, hein, vous voyez, petit à petit, je suis en train de vous embrigader, là, hein, dans un truc, dans cette direction-là, il y a cette idée de lâcher prise en tant que maître de jeu, d'accepter qu'à un moment donné, on perd du contrôle. C'est hyper stressant, parce qu'on se dit c'est pas préparé. Mais vous verrez que selon moi, il y a une manière de préparer, vous avez sûrement des idées là-dessus déjà, peut-être des idées de ce que je vais évoquer, mais il y a des manières de se préparer à, je dirais, réaliser ce genre de partie-là, et tout simplement, il faut accepter l'idée de se mettre en danger, quoi. Voilà. Donc, voilà, pour moi, la notion de choix est fondamentale, et j'entends par là, vrai choix. Alors, donc j'ai évoqué cette notion-là. Tiens, un autre exemple là, que j'avais noté effectivement sur mes notes. On est dans un monde post-apocalyptique. Vous traversez une zone dite dangereuse en voiture, et il se trouve que au fond de ruines, vous entendez les voix d'une personne qui appelle à l'aide. Qu'est-ce que vous faites ? Intéressant ça comme choix. Est-ce que je sors du véhicule et puis finalement c'est peut-être un piège ? Est-ce que je m'en vais en ayant le poids sur la conscience que j'ai peut-être laissé quelqu'un dans une ruine, blessé, livré à lui-même et peut-être à une mort certaine ? Selon la moralité du personnage que vous incarnez, vous voyez que là, il y a un choix qui est quand même un peu cornélien. Donc voilà, cette notion-là pour moi est importante. Donc dans cette notion de choix, vous avez vu que pour moi, ce qui fait que des joueurs s'impliquent dans une histoire, c'est pas tant le caractère épique de votre aventure, le fait, je dirais, qu'elle fait bousculer de grandes choses, où vous allez faire des descriptions épiques avec, je dirais, des montages phénoménaux, des effets spéciaux à plus savoir qu'en foutre, parce que finalement, les effets spéciaux, on les paye pas, nous, maîtres de jeu, donc on peut y aller à tire-larigot. Je pense que c'est pas là. C'est pas là que se joue l'implication et je dirais le ressenti viscéral et que vont avoir des joueurs dans votre partie et le plaisir qu'ils vont y prendre. Je suis de plus en plus convaincu, quand je vous dis de plus en plus, en fait, c'est pour être soft, mais je suis convaincu, que ça se situe, selon moi, dans cette interactivité. Quand un joueur sent qu'il fait véritablement des choix importants, que ces choix-là font prendre des directions véritablement à son histoire, pas à son histoire, à l'histoire interactive que vous racontez ensemble, qu'elles la font partir dans des directions bien marquées, qui dépendent de ses choix, et que ceci mène à une conclusion dans laquelle il peut se dire tous les choix que j'ai effectués en tant que joueur, et ce qui s'est passé, finalement ça a mené à ça.
mais j'ai conscience, moi, au bout de la partie, que en tant que joueur, mes choix ont été déterminants là-dedans, dans cette conclusion-là. Et peut-être qu'on serait arrivé à une toute autre histoire si j'avais fait d'autres choix. Quand les joueurs commencent à sentir ça à table, je peux vous assurer que l'implication, puissance 1000. C'est une évidence pour moi. Donc je pense que la piste se situe là. Maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais moi, les scénarios du commerce, les scénarios sont pas écrits comme ça. Bah oui, je vous dirais, c'est un peu normal parce qu'on a un peu tendance, alors beaucoup de scénarios, à être écrits finalement comme un roman, comme un livre. Or, c'est pas ça l'intérêt. Je pense d'ailleurs qu'on se trompe quand on va dans cette direction-là, et c'est d'ailleurs pareil, encore une fois, le mot scénario, il est un peu mal choisi pour notre hobby, et pourtant c'est celui-ci qui s'est imposé, parce qu'il y a trop cette notion de c'est préécrit, c'est figé. Pour moi, la partie scénario, elle va être importante pour la mise en situation. Comment les personnages joueurs sont impliqués dans l'histoire, parce que ça c'est déterminant aussi pour vos joueurs ayant envie de résoudre le problème, parce qu'un scénario, c'est ni plus ni moins qu'un problème à résoudre, hein. N'importe quel film, quoi que ce soit qui développe un scénario, il y a un problème, et des personnages ou un personnage doivent le résoudre. Après, il peut y avoir des antagonismes, il peut etc., y avoir tout ce que vous voulez, mais fondamentalement, c'est ça, quoi. Mais pour résoudre ce problème, encore faut-il avoir intérêt à le résoudre. Et d'ailleurs, l'intérêt ne doit pas être forcément le même pour tous les personnages à la table. L'un d'eux peut vouloir rejoindre la ville de Croc du Fossé, je vous dis n'importe quoi, tout simplement parce qu'il a une personne à y rencontrer, peut-être pour récupérer un héritage, n'importe quoi. L'autre peut peut-être y aller tout simplement parce que il est payé pour escorter. Donc voilà, lui c'est la motivation, c'est l'argent. Un autre parce qu'il fuit et qu'il se dit que s'il va avec les deux autres, il a plus de chances de survivre en traversant ces bois, c'est qu'une étape, enfin peu importe. L'un d'eux peut les mener là-bas, mais en fait c'est un piège parce qu'il doit les livrer à quelqu'un. Voilà, bon, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Vous voyez que le motif est différent, la motivation est différente, mais toutes ces motivations tendent, je dirais, à impliquer les joueurs dans le scénario, ce qui fait que rejoindre la ville, qui est peut-être le but de votre scénario, pour le coup, la motivation est là. Donc là, ça fonctionne. Après, effectivement, avec leur choix, vous verrez bien où ça mène, mais en tout cas, voilà, ils sont impliqués dans l'histoire. Donc pour moi, la partie scénario, je dirais rédactionnelle, elle peut aller jusque-là, et après, on doit sortir du scénario figé qui raconte une suite d'événements pour rentrer plutôt dans une partie bac à sable. Et là, j'en viens à comment finalement, si on ne veut pas faire du scénario au sens classique, mais aller dans la direction que tu nous indiques, comment moi je fais pour limiter le risque, parce que finalement, ça va me mener à de l'improvisation. Alors je vous dirais oui, et je vous dirais c'est super, parce que du coup, vous en tant que maître de jeu, vous allez vous mettre à jouer, et c'est quand même sympa de jouer, parce que je pense que beaucoup de maîtres de jeu, enfin en tout cas j'ai pu le voir, j'ai l'impression qu'ils oublient un peu de jouer, ou alors ils jouent de manière un peu malsaine, ça c'est encore autre chose. Faut pas trop avoir de choses à régler au niveau psy, hein, d'accord. Les héros, ce sont les joueurs, hein. Bon, moi je dis ça, parenthèse, hein, tous les masters sont pas comme ça, heureusement, loin s'en faut, mais bon, je pense qu'on en a tous eu, hein, des masters comme ça, qui avaient un sentiment de pouvoir, et dont on se disait, bon, ok, à part faire briller ses PNJ, et nous montrer qu'ils maîtrisent tout, quel est l'intérêt, quoi. Bon, je referme la parenthèse, parce que c'est, à mon avis, ça, c'est à la marge. Mais en tout cas, voilà, poser ce setup-là, et comment faire pour que le scénario tienne la route. Eh bien, je pense que le scénario doit se rédiger et se préparer un petit peu plus en mode bac à sable dans sa seconde partie, c'est-à-dire une fois qu'il est bien écrit pour les enjeux, la mise en situation, comment j'intègre mes personnages là-dedans, eh bien, il va falloir que je décrive des environnements, peut-être quelques événements qui, je dirais, échappent aux personnages PNJ comme PJ. Une comète va heurter la planète dans 30 jours, personne n'est Bruce Willis dans l'équipe, donc à un moment donné, dans 30 jours, on va se prendre une comète. Bon, ça peut être un événement dans votre scénario, vous pouvez le marquer, le graver, ça va arriver. Mais bon, hormis ces événements-là, vous posez un setup, vous posez un environnement, et surtout vous posez des PNJ avec dont vous maîtrisez, et en tout cas vous décrivez bien la psychologie. C'est-à-dire, quelles sont leurs intentions par rapport à l'objet du scénario, qu'est-ce qu'ils font là, c'est quoi leur rôle, qu'est-ce qu'ils défendent, quels sont leurs objectifs. Et la bonne manière finalement de rédiger un scénario, je dirais, elle peut presque se résumer un petit peu à un concept qui serait qu'est-ce qui se passe si les joueurs ne font rien. Je pense qu'en gardant ça en tête, c'est une bonne manière de rédiger le scénario. Excusez-moi, un petit rototo.
bonne manière de rédiger le scénario, et surtout, ça vous donne de quoi improviser justement. Quand je dis justement, c'est d'être cohérent, que vos improvisations peut-être soient moins effrayantes pour vous en tant que maître de jeu, parce que votre improvisation est basée sur « mais oui, je le connais ce personnage ». Prenez des gens autour de vous que vous connaissez. Vous êtes capable de vous dire, par exemple, bah tiens, ouais, mon pote là, Jean-Luc, je sais que s'il se passe ça, il va réagir comme ça. Parce que c'est mon pote et que je le connais et que je sais comment il va réagir. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'est-ce qui va se passer, enfin comment il va réagir ou qu'il vous raconte. Vous connaissez suffisamment pour pouvoir vous imaginer Jean-Luc, qui est votre ami. Vous savez que dans telle situation, vous êtes capable de me dire comment il va réagir. Et quelle que soit la situation que je vais vous soumettre, vous allez être en capacité de dire comment Jean-Luc réagit. Parce que vous connaissez Jean-Luc. Eh bien, connaissez vos PNJ, et puis vous allez être capable de les faire réagir quoi qu'il se passe. D'accord ? À partir du moment où vos PJ font un move, les personnages joueurs font un move, si le PNJ en a connaissance, hein, évidemment, hein, il n'est pas omniscient votre PNJ. Quoique, ça dépend du scénar. Comment il va réagir à ce move-là ? Qu'est-ce que lui, il entame ? Quelle est sa progression ? Quels sont ses objectifs ? Comment il avance ses pions ? Et là, ça vous permet de vous assurer la cohérence de vos improvisations, la cohérence de l'évolution de votre histoire. Et après, faites confiance, je dirais, à cette mise en place et à cette mayonnaise naturelle qui va se mettre en place. Elle va forcément donner lieu à une belle histoire. D'accord ? L'histoire, elle ne s'écrit pas avant. D'accord, selon moi. L'histoire, vous ne pourrez constater de sa qualité, de son rythme et de sa justesse qu'une fois que vous l'aurez terminée. Et elle va se raconter avec vos joueurs. Jouez pour savoir ce qui se passe. Voilà. Et je peux vous assurer que même si c'est un peu stressant, c'est une sensation qui est superbe. Vous, en tant que maître de jeu, il y a une vraie satisfaction. Et puis, je peux vous assurer que l'implication de vos joueurs va être beaucoup plus importante et vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Vous serez plus dans le syndrome de l'éléphant dans le magasin de porcelaine en vous disant « Ouh là là, le background a prévu ça, moi j'ai écrit ça, ouh là là, si les personnages partent là, oh là là, compliqué parce que je suis dans un magasin de porcelaine, je peux pas faire tomber un verre, tout s'écroule. » Non, faites voler tout ça. Voilà, faites voler tout ça, donnez-vous quelques repères qui vous permettent d'improviser. Et là, vous allez être logique, interactif, vous allez jouer et vos joueurs vont se dire, tiens, quand je fais des choix, mon MJ assume ces choix-là, il fait bouger l'environnement en conséquence, et son récit tient compte de ce choix-là. Et à aucun moment donné, il essaye de me faire revenir dans un rail préétabli. Non, ce choix-là a été déterminant, il a orienté l'histoire dans une direction. Eh bien, voilà, on suit le move et le MJ suit avec. Et là, le kiff total, selon moi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cette notion de scénario, l'improvisation nécessaire que ça implique derrière. Il y a beaucoup d'autres thèmes que j'aimerais développer aussi. Alors n'hésitez pas en commentaire à me faire des retours sur ce que vous pensez de mes observations. Peut-être que pour vous je fais complètement fausse route, peut-être que je suis à côté, peut-être que vous pensez que j'ai raison. Alors non pas que je vais lire vos commentaires, hein, c'est juste pour le référencement. Non, je répondrai quand même à chacun des commentaires, mais c'est avant tout pour le référencement, parce que je veux être connu et reconnu, évidemment. Et puis on fera d'autres capsules sur des sujets comme cela, parce que je pense que c'est important, notamment parce que beaucoup, je pense, découvrent le jeu de rôle, en tout cas de plus en plus, moi je trouve, dans les générations un peu plus jeunes, par les actual plays. Alors c'est super, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'actual play qui restent un peu dans ce mode-là de scénario un peu railroadé et qui du coup prennent pas trop de risques. Alors ce que je peux comprendre, c'est filmé, on n'a pas envie de passer pour une truffe, et puis on se dit j'ai tout préparé, c'est très bien préparé, j'ai mes plans, j'ai mes sons, j'ai mes musiques, j'ai mes ceci, cela, et puis finalement l'expérience elle va être d'autant plus intense parce que tout est tellement bien préparé et orchestré que ça peut être que grandiose. Je trouve pas que ça le soit, moi, je trouve que ça n'enlève rien au talent de ceux qui font ça, hein. Loin s'en faut, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, il y a de super talents, comédiens, des gens qui incarnent véritablement super bien, mais je trouve que c'est dommage qu'il y en ait assez peu, en tout cas à ma connaissance, j'en ai pas vu beaucoup, hein, qui osent selon moi, scénario poubelle, setup, un peu bac à sable, quoi, situation, et là, véritable choix, voilà, avec de vrais choix où je me dis, tiens, là, il y a des personnages, on sent que la décision est pas facile parce qu'il y a un vrai choix qui se dessine. Donc, essayez d'explorer cette voie-là. Faites-vous peut-être un petit peu violence, hein, si vous voulez tenter l'expérience, même si c'est un peu risqué, parce que je peux vous assurer que c'est, à mon avis, plus simple que ce qu'on pense.
C'est comme d'habitude, hein, on a une représentation mentale de l'échec et du mur auquel ça peut conduire, alors qu'en fait pas du tout. Faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct, à là où ça peut vous mener. À partir du moment où vous préparez, je pense, comme on vient d'évoquer, enfin comme je viens de l'évoquer là, vos scénarios. Alors ça mériterait encore d'autres vidéos pour entrer à mon avis, dans comment peut-être faire bien ça. Je le ferai parce que ça m'intéresse de pouvoir proposer ces contenus-là, ces capsules-là. Je pense que le jeu en vaut la chandelle et que le risque il est calculé et que derrière, le plaisir, l'investissement, l'implication que vous allez y trouver chez vos joueurs et le plaisir et la fierté que vous allez vous trouver en tant que maître de jeu va être super. Et puis finalement, les belles histoires finalement sont encore celles qui vous surprennent vous-même. Souvent, moi, les meilleures parties que j'ai faites, c'était des parties où il y a eu un peu de lâcher prise, un peu de perte de contrôle, parce qu'au début, j'étais pas dans ce mode-là, au tout début. Et puis, waouh. Là où ça nous a amené, quoi. Les histoires qui ont pu sortir de ça, je trouve qu'elles ont été parmi les plus fortes que j'ai vécues, moi, en tant que maître de jeu, à des tables de jeux de rôle. Sur ce, je vous fais un gros poutou, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus, actual play, capsules, critiques de jeu, on verra bien ce qui arrivera quand ça arrivera. La bise.